Bonjour et merci de prendre rendez-vous avec l'actualité tous les jours sur les antennes des médias leaders True TV et Watt FM. Vous êtes au tribunal de l'actualité, 4e et avant-dernière convocation de la semaine. C'est une émission que vous pouvez suivre en streaming sur notre page Facebook et en replay sur YouTube. Je suis Adams Khaled Ouedraogo, président de cette instance. Avec moi sur ce plateau, les juges au siège, Bernard Bougma, Geoffroy Vaha, bonjour et bienvenue. Bonjour, président Ouedraogo, bonjour juge Vaha, bonjour madame, monsieur. Bonjour, juge Bougma, bonjour président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Le Burkina Faso, à l'instar de plusieurs pays du monde, a commémoré le 15 mars dernier la 39e journée mondiale des consommateurs. Une journée pour informer et sensibiliser les consommateurs et surtout interpeller les décideurs sur leur obligation de protection du consommateur. Une commémoration marquée au plan national par une flambée des produits de première nécessité aggravée par la crise sécuritaire et sanitaire. Le sujet est enrôlé au tribunal de l'actualité et à la barre ce matin, Ousseini Ouedraogo, bonjour et bienvenue. Bonjour Président, bonjour chers juges, bonjour tous les téléspectateurs, chers consommateurs qui nous suivent sur True TV. Je rappelle que notre convoqué est secrétaire général adjoint de la Ligue des consommateurs. Monsieur les juges, nous allons l'auditionner, mais ça sera après les avant-propos. Et pour cette partie avant-propos, nous allons donner la parole au doyen des juges. Juge Vaha, qu'est-ce qui retient votre attention pour cette 4e et avant-dernière convocation de la semaine? Moi, j'aurai deux avant-propos très rapides. D'abord, une pensée à l'endroit de Hugues Fabrice Zango, notre médaillé de bronze des Jeux Olympiques derniers de Tokyo. Et on sait que c'est l'homme au record vraiment fort pour ce qui est du triple saut. On nous apprend que blessé à l'entraînement, il ne pourra pas participer au 18e championnat du monde d'athlétisme qui était prévu pour avoir lieu à Belgrade. C'était du 18 au 20 mars. C'est notre champion et quand on le célèbre, il faut savoir aussi le soutenir lorsqu'il y a des moments difficiles. Parce que pour des athlètes, c'est beaucoup de temps de préparation pour un petit temps juste pour être évalué et ça donne ce que ça donne. Mais quand vous êtes blessé juste un peu avant, c'est le moral aussi qui est touché. Donc beaucoup de courage à lui, on est derrière lui, on espère qu'il va vite guérir et qu'il reviendra pour nous faire rêver. J'ai dit deux avant-propos, très bref. Deuxième avant-propos, on est aujourd'hui jeudi, hier mercredi. Je me rappelle que dans ce qu'on a comme communauté sur les réseaux pour s'informer de ce qui se passe au niveau du pays, la présidence, notamment les rendez-vous, vous demandiez, c'était même vous qui aviez demandé, est-ce qu'il y aura conseil des ministres? La seule réponse venue de la présidence, c'est bonjour, non. Alors, je pense qu'on nous a tous invités à une prise de contact. Laquelle prise de contact, tous l'auront remarqué, a été celle des plus taiseuses. Même les civils qui ont été nommés apparemment, ils sont devenus aussi muets que la grande muette, puisque c'est eux qui sont maintenant au pouvoir. Mais voilà que le mercredi d'après jusqu'à aujourd'hui jeudi là, en tout cas on n'a pas eu de conseil des ministres. Moi ça me surprend beaucoup avec tous ceux dans quoi on est aujourd'hui. Bon, si on avait du diesel, là maintenant on est en train d'avoir du mazout. Il faut que ça se bouscule, il faut qu'on se bouscule. Parce que ça, c'est à ne pas comprendre. Merci, juge Vaha. Juge Bougma, vous avez la parole. Alors, mon avant-propos, c'est en lien avec, évidemment, la situation sécuritaire. C'est vrai que le juge Vaha parlait du fait que, en tout cas, en dehors des prises de contact dans les différents ministères, où les ministres, et même le Premier ministre, se promènent pour encourager ou pour s'acclimater. Pour le moment, ça n'a pas bougé. On n'a pas encore eu le premier conseil des ministres, alors que normalement, il y a des décisions fortes qui doivent être attendues. Donc, je dis, en lien avec la situation sécuritaire, je l'ai prise sur la page d'un comment on appelle ça, des lanceurs d'alerte sur les questions sécuritaires, Ouenpouire Charles Savadogo, et donc qui hier parlait sur sa page d'une complice de plus de 70 ans et qui a été effectivement arrêtée au niveau de Guibo et qui a les membres de sa famille également impliqués au niveau de la question du terrorisme. Donc il se demande dans ces conditions comment est-ce que on peut lutter efficacement, parce que effectivement il y a ces complices qui donnent les positions, qui
facilite un certain nombre de choses. Mais c'est aussi symptomatique d'une façon générale de la situation. À l'intérieur aussi des civils, il y a plein de complices, parce que ceux qui nous attaquent sont aussi des Burkinabés. C'est ça aussi la réalité. Donc, non seulement ceux qui attaquent, qui planifient, exécutent sont aussi des Burkinabés, mais aussi il y a des complicités à l'interne. Et même au niveau de la chaîne de commandement, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Quand on tient compte de comment les 14 VDP en son temps sont tombés, quand on tient compte de comment Laguioro a été tué, et quand on essaie de faire certains recoupements, à un moment donné, on se perd dans le fil. Donc, ce n'est pas seulement qu'il y a des civils, mais la crainte qu'à l'intérieur, il y a aussi des éléments, comme on appelle ça, toute la chaîne ne tourne pas rond, ne marche pas correctement, ça oui. Alors que tout le gros boulot, c'est ça. Comment pouvoir distinguer la vraie graine des livrets. C'est beaucoup plus la difficulté. Donc, sa publication vient effectivement corroborer des choses que les uns et les autres supputent, mais en réalité aussi, elle est plus ou moins révélatrice d'une telle situation. L'autre aspect pour terminer, c'est, je dis bien encore, j'insiste là-dessus, c'est la question de la religion dans la lutte contre effectivement le terrorisme. Quand ce même a publié que des hommes armés non identifiés ont bu du dolo et ont versé le reste, il y en a qui ont commencé à se plaindre. Et parce qu'ils se posent la question de comment est-ce que des hommes armés non identifiés puissent prendre effectivement de l'alcool, vous buvez, vous renversez le reste et vous prenez de l'argent. Bon, il y en a qui ont commencé à se plaindre parce qu'il est en train d'étiqueter une religion. Non. Certains sont des anciens braqueurs reconvertis en hommes armés non identifiés. Donc il faut faire la part des choses. Mais j'ai dit malheureusement nous sommes dans la passion. Et comme nous sommes dans la passion, on ne fait pas attention à un certain nombre de détails. Sinon, ça devrait sonner. Ça ressemble à ceux qui sont rentrés à Titaou dans la mosquée avec les chaussures pour prêcher. Mais le regretté Laguioro leur a dit non. Moi, je ne crois pas que c'est le même Allah là que vous voulez prêcher. Parce que vous ne pouvez pas dire que vous êtes vraiment des musulmans. Vous réclamez tel et rentrez dans une mosquée avec des chaussures. C'est pas possible. Mais vous venez prêcher, mais c'est pas vrai. Donc, maintenant, on prend effectivement ces choses-là avec de la passion. Donc, quand j'ai vu ses commentaires dans ce sens, il a même répondu à un des commentaires. Il a dit non. À moins que vous dites que c'est des musulmans. Moi, je n'ai pas dit que c'est des musulmans. J'ai dit que c'est des hommes armés non identifiés qui ont pris du dolo, qui ont bu, qui ont renversé le riz, qui ont pris l'argent, qui sont partis avec. Donc, de là à dire que hommes armés non identifiés, c'est immédiatement de telle religion, effectivement, ça biaise le débat dans lequel nous sommes. Donc, j'ai dit, il faut également que nous prenions les choses avec recul. Parce qu'il y a ceux qui ont il y a des chefs terroristes qui existent. Avec qui les autorités ont tenté plus ou moins de négocier pendant la période électorale et même après. Certains, paraît-il, avaient accepté de déposer les armes. Certains ont été également libérés de la prison de haute sécurité. Il y a des chefs qui sont identifiés et connus. Mais le grand lot, il y a aussi, et comme on appelle ça, ces grands braqueurs qui sont reconvertis en toute autre chose. Donc, où on a vu à Gourcy des tirs et après on les appréhende, on se rend compte que ce sont des braqueurs. Donc, j'ai dit bien, c'est mieux qu'avec cette situation, on prenne les choses avec suffisamment de recul et sans passion. Sinon, nous allons passer à côté de l'essentiel. Et moi, j'insiste là-dessus. Ce n'est pas un sujet à aborder avec suffisamment de passion, mais avec de la raison et du recul. Merci pour ces entrées en matière. Nous allons également faire un clin d'œil à l'équipe de réalisation de cette émission, aussi bien à la télé qu'à la radio, qui nous permet d'être ensemble en direct et en simultané sur les antennes des médias leaders Tui TV et Watt FM. Je le disais en début d'émission, Ousseini Ouedraogo est notre convoqué du jour. Il est le secrétaire général adjoint de la Ligue des consommateurs. Avec lui, nous allons parler de la qualité des biens et services et aussi la hausse des prix des produits de grande consommation. Une fois de plus, bonjour et bienvenue à la barre du tribunal de l'actualité. Bonjour, merci Monsieur le Président. Alors, je le disais, cette année encore la tradition a été respectée. La journée mondiale des consommateurs a été célébrée le 15 mars dernier. C'était la 39e édition, c'est bien cela. C'est ça. Alors, on a vu que cette année, vous avez décidé de mettre à l'honneur la question de la finance numérique. Pourquoi ce choix-là ? Très bien, merci nombreux. Je ne pourrais introduire mon propos sans au préalable saluer tous les camarades combattants des 45 sections provinciales et du bureau exécutif national et en passant pour
une pensée pieuse à notre très chère et regrettée secrétaire générale, Madame Diakité, qui nous a quittés en janvier. Et à l'issue de cela, je pourrais dire effectivement que nous n'avons pas sacrifié, du moins à la tradition, en ce sens que cette 39e anniversaire a été célébré au niveau de la Ligue des consommateurs également comme il se doit. Mais il faut reconnaître que tout relève de l'expression conjuguée de plusieurs facteurs favorables, en ce sens que nous avons une association internationale qui regroupe plus de 200 associations venant de divers pays, dans 100 pays, dont Consumer International qui est la coordinatrice internationale. Et à ce sujet-là, c'est Consumer International qui fait le choix du thème en fonction du vécu quotidien des consommateurs. Et c'est à juste titre que Consumer International a choisi le thème la finance numérique équitable, et toutes les associations défenderesses des droits des consommateurs puissent s'en imprégner et puis éduquer, sensibiliser les consommateurs pour une finance numérique équitable. Monsieur les juges, question de généralité. Alors, question de généralité, la Ligue a perdu dans son procès dans le cadre de la coupure d'Internet. Vous avez esté en justice contre les réseaux de téléphonie mobile. Alors, parce qu'il y a un réseau qui estime que la dénomination n'était pas exacte. Alors, vous laissez tomber ou bien vous revenez à la charge? Merci pour la question qui est d'une grande importance. Il faut reconnaître que le réseau qui, sous prétexte qu'on a changé sa dénomination, était dans une dynamique selon laquelle chaque partie au procès avait nécessairement l'intime conviction à trouver un aspect sur lequel il faut tirer sur la ficelle pour pouvoir avoir raison. Et c'est de bonne guerre. Donc je pense que notre conseil en son temps nous a juste dit qu'il fallait nécessairement attendre le verdict. Et comme nous avons esté du moins en référé, le juge facilement des référés nous a débouté, en ce sens que pour beaucoup d'aspects qui ne rentraient pas en ligne de mire par rapport à nos moyens de défense n'était pas énormément pris en compte. Mais qu'à cela ne tienne, dire que nous laissons tomber, ce n'est pas vrai, parce que tout simplement nous sommes dans une autre dynamique pour pouvoir mieux revenir. Et les autres compagnies de téléphonie? Les autres compagnies de téléphonie, actuellement nous sommes dans une autre dynamique, en ce sens qu'au-delà de la coupure, nous avons vu qu'il y a assez d'éléments qui rentraient en ligne de mire, c'est-à-dire le communiqué de la part du gouvernement. Et en dehors de ça, il y a qu'actuellement les autres opérateurs de téléphonie mobile qui, pour des raisons d'insécurité, perdent réellement de la place au niveau de la fourniture de leurs services. J'en veux pour preuve des zones où il y a l'insécurité grandissante. Nous prenons acte de la situation qui prévaut, mais toujours est-il que nous demandons et que nous interpellons ces opérateurs de téléphonie-là à respecter les cahiers de charges. Mais malheureusement, nous nous sommes rendus compte que les cahiers de charges au regard de leurs dispositions contractuelles ne sont plus totalement de mise pour ce qui concerne la protection intégrale des droits des consommateurs, parce que la situation a considérablement évolué. Et en termes de propositions d'action, la Ligue des consommateurs interpellait l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes quant à la révision des cahiers de charges de concert avec les consommateurs pour une prise en charge des intérêts des droits des consommateurs. Alors, je reste toujours dans cette affaire-là parce que c'est un communiqué d'un gouvernement qui nous informe. Maintenant, il y a des ministres qui disent qu'ils n'avaient pas d'explication à nous donner, mais votre plainte est adressée aux compagnies de téléphonie et qui apparemment ont été également enjoints de le faire. Donc, deux questions. Pourquoi? Et j'ai aussi appris qu'ils réclament 1 milliard. C'est à vous, mais c'est à l'État qui réclame 1 milliard. Donc, deux questions en même temps. Merci beaucoup. Nous n'avons pas reçu cette injonction du juge ou encore cette interpellation à leur payer 1 milliard de francs CFA. Ça, c'est la première question. La deuxième question, nous n'avons pas eu de relation contractuelle avec l'État, mais bien au contraire avec les opérateurs de téléphonie mobile. Donc, du coup, les relations contractuelles qui nous lient avec les opérateurs de téléphonie mobile leur intimaient dans une obligation d'information préalable du consommateur avant toute action de rupture de clause contractuelle quant à la fourniture du service mobile connexion Internet. C'est pourquoi nous avons jugé nécessaire qu'il fallait alors attaquer, rester en justice, à tout le moins à référer les opérateurs de téléphonie mobile à la réparation du préjudice subi par le consommateur.
Et cela rentre dans une certaine dynamique avec la protection des consommateurs dans l'expression service numérique équitable. Parce que les consommateurs n'ont pas été informés par les opérateurs de téléphonie mobile. Même si c'est l'État qui leur a enjoint la rupture du service, l'obligation leur était faite d'informer préalablement le consommateur sur l'action qu'il viendrait à entreprendre. Juge va. Mais la question du juge Bougouma demeure parce que c'est pas de leur propre chef qu'ils décident de couper, c'est une injonction, et même celui qui n'a pas enjoint de couper, celui qui a donné l'ordre nous a dit il n'a pas d'explication à donner. Ça, c'est le contexte et c'est la réalité des choses. Donc ça tient toujours de savoir, est-ce que le problème pour vous, c'est ce qu'on n'est pas prévenu le consommateur, ou bien c'est le fait qu'on ait coupé comme ça Internet? Oui, mais il faut reconnaître, monsieur le juge, qu'il y a l'obligation préalable d'information. Nous sommes dans une relation de prestation contractuelle qui engendre des prestations, c'est un contrat synalagmatique qui engendre des prestations réciproques. Donc les prestations réciproques, là, c'est quoi? C'est aux consommateurs de payer les services des opérateurs de téléphonie mobile, et en contrepartie, les opérateurs de téléphonie mobile aussi leur doivent respect quant à la fourniture de leurs services. Donc du coup, s'il y a une autorité pour laquelle vous avez tenu à prendre par devers vos licences d'exploitation, la logique également voudrait en contrepartie, au titre du fait que vous exercez et que vous remplissez dans la dynamique de vos cahiers de charges là, le respect des clauses contractuelles avec les consommateurs, la logique voudrait de bon temps qu'il y ait une obligation d'information préalable des consommateurs. Mais en même temps, quand on vous écoute dans les phrases que vous avez dans les minutes qui sont passées là, oui, permettent qu'on vous suggère qu'il y a une petite contradiction. Quand vous dites que là où, par exemple, il n'y a pas accès aux services de téléphonie à cause de l'insécurité, on comprend, vous le disiez tout à l'heure, oui, mais c'est que après ce qui a été invoqué par ceux qui ont intimé l'ordre de couper, c'est même la question sécuritaire. Dans ce cas de figure, on est dans le même contexte. La question sécuritaire, à ce niveau-là, il y a des aspects qui sont subjectifs quant à la réflexion qu'il faille mener sur le terrain. Donc on ne revient plus sur l'opérateur, on revient sur celui qui est le donateur d'ordre. Non, si on revient sur celui qui est le donateur d'ordre, nous n'avons pas de compte à rendre avec le donateur d'ordre, mais beaucoup plus celui avec qui nous avons souscrit. Alors, donc c'est l'opérateur en réalité. Monsieur Ouedraogo, voilà. Est-ce que le tout, c'est pas la faiblesse des textes? C'est pas une première fois que vous intentez des procès. Il y a certains qui ont été vus et même indexés comme des empoisonneurs publics, mais oui, après, ce qui a été pris comme décision ou les sanctions qui ont été prises étaient en deçà des attentes des populations, et même vous, en tant que structure de défense des droits des consommateurs, est-ce que c'est pas là tout le problème? Tout à fait. Nous avons toujours décrié la situation en ce sens que nous avons des textes qui sont actuellement dans une situation qu'il faille nécessairement les réviser. En conférence de presse, notre président est revenu à la charge quant à la relecture des cahiers de charges pour prendre en compte les réalités, parce que le droit positif évolue. Le droit évolue, et compte tenu de ce fait-là, lorsqu'il y a des situations, de phénomènes nouveaux qui interviennent et qui n'étaient pas pris en compte, il faut alors retoiletter les textes pour reprendre ces phénomènes nouveaux-là en compte dans l'optique de la satisfaction de l'intérêt général. D'accord. Alors on l'a dit, le 15 mars, c'est une occasion justement pour rappeler, pour sensibiliser, pour interpeller sur la question des droits des consommateurs. Cette année encore, vous avez sacrifié à la tradition. On a suivi cette conférence de presse où vous avez dépeint aujourd'hui la situation au niveau du Burkina Faso concernant la situation des consommateurs. Alors, pour beaucoup, c'est un secret de polichinelle que vous avez dévoilé. C'est la situation que tout le monde connaît. On attendait beaucoup plus des actions, beaucoup plus de propositions dans ce sens-là, à tel enseigne que certains estiment que cette commémoration, c'est beaucoup plus du folklore. Est-ce que, dans le fond, vous ne donnez pas raison à ces derniers-là? Même pas, nous ne donnons pas raison à ces derniers, Monsieur le Président. En ce sens que la Ligue des consommateurs, d'emblée, il faut qu'on revienne un peu à la charge. Nombreux sont ceux qui croient que la Ligue des consommateurs est une institution étatique, alors qu'elle n'est qu'une association défenderesse des droits des consommateurs. Et les membres y sont dans le cadre, dans la dynamique du bénévolat. Donc vous, Monsieur le Président, les juges au siège, nous pouvons tous militer et ensemble, à l'unisson, nous allons donner une valeur ajoutée, une plus-value aux actions de la Ligue des consommateurs. Personne n'y est payé. Maintenant, c'est de l'engagement, du dévouement quant à la lutte pour
l'amélioration des conditions de vie de certaines personnes dites vulnérables, du consommateur final. Maintenant, revenir à la question, compte tenu du fait que certaines personnes voient en la célébration de la journée mondiale des droits des consommateurs comme du folklore. Non, pas du folklore. En ce sens que nombreux sont ceux qui décident de surseoir à l'organisation de leur anniversaire, tout simplement pour déficit de moyens. D'autres estiment qu'il faille marquer un arrêt pour réviser ou encore faire une introspection sur ce que j'ai fait, sur ce que j'ai eu à entreprendre et les perspectives qu'il faille nécessairement et les défis. Et pour ce qui concerne cette 39e édition de la Journée mondiale des droits des consommateurs, la Ligue des consommateurs, comme membre du Consumer International, se devrait de marquer effectivement un arrêt au titre de chaque année aussi pour la célébration de la dite journée. Et célébrer cette dite journée, cela rentre en ligne de mire avec quoi? L'information qu'on aurait à partager aux consommateurs, la sensibilisation qu'on aurait et l'éducation. Ça a été véritablement le lieu pour nous de partager en toute convivialité avec les médias de ce qu'il y a comme défi, de ce qu'il y a comme action, de ce que la Ligue également a pu faire pratiquement des actions de l'exercice 2021, courant 2022, qu'il faille nécessairement passer l'information aux consommateurs. D'accord. Alors, on a dit, aujourd'hui, le Burkina Faso connaît une hausse des produits de grande consommation de façon empirique. Les consommateurs que nous sommes, nous constatons en tout cas la flambée des prix sur le marché. La lutte étant scientifique, vous, au niveau de la Ligue des consommateurs, est-ce qu'il y a un travail qui est fait? Est-ce que vous avez aujourd'hui des données chiffrées qui nous permettent d'avoir de façon claire cette photographie de la hausse des prix des produits de grande consommation? Très bien. Ces données chiffrées, nous avons effectivement une base de données qui pourrait être consultée à tout moment au niveau du secrétariat permanent. Et le secrétariat permanent travaille de concert et de manière fréquente, disons même hebdomadairement, pour retoiletter et actualiser cette base de données mensuellement des activités menées sur le terrain par les 45 sections provinciales. Et ces données chiffrées-là, lors de la conférence de presse, le président a eu à égrener un certain nombre de données aux hommes de médias. Dans cette dynamique, on pourrait voir l'huile de 1 litre qui, pratiquement de 1200, est allée à 1400. Et à certains endroits, 1300. Certains endroits, 1450. Du coup, même si on prend la loi 16 2017 portant réglementation de la concurrence au Burkina Faso, où on dit que le prix est réglé par le libre jeu de la concurrence, on voit que les produits de grande consommation devraient être nécessairement fixés dans une dynamique de prix plafond pour permettre aux consommateurs ou encore aux vendeurs, aux détaillants, de ne pas surfer sur le dos du consommateur, parce qu'on voit en celui-là l'Eldorado de nos jours. Et c'est cette chose que véritablement nous voulons en découdre avec. D'accord. Juge Bouma. Alors, maintenant, l'année, comme on appelle ça, la journée annuelle. Et après, comment est-ce qu'on rentabilise ce qu'on a vécu? Très bien. Ce qu'on rentabilise, ce qu'on a vécu, on a eu à capitaliser certaines actions. Actuellement, nous sommes dans une dynamique où ce qui a été rentabilisé a toujours continué à produire ses effets dans le présent. C'est pour tout simplement dire que nous avons eu à traiter du problème du gaz butane qui est subventionné pour les consommateurs. Et jusqu'à présent, nous voyons que ce gaz butane subventionné pour les consommateurs par l'État est utilisé par les taximens, les maraîchers-culteurs et même les orpailleurs. Et du coup, ça pose un problème, tant du point de vue de la disponibilité, de la durabilité du gaz et de sa vente même par les quincailliers à tout bout des champs aux abords des grandes artères de la ville de Ouagadougou. Ça, c'est un aspect. Au niveau, et nous avons eu l'opportunité même d'avoir une grande réunion avec les marketeurs, le ministère de l'Industrie et du Commerce, la Direction générale de la réglementation des prix, la Direction générale de la répression de la fraude, la SONABI et autres, pour discuter de la chose et mettre en place un comité qui va réfléchir et prendre des actions dans la dynamique de pouvoir satisfaire les intérêts du consommateur pour ce qui concerne la disponibilité du gaz, sa vente et sa non-utilisation par les personnes dont nous avons nommément cité entre-temps. Après le gaz, nous sommes dans une dynamique pour capitaliser également nos actions. Nous voyons qu'il y a un opérateur qui
pour ne pas dire en réalité qu'il y a un abus, parce que nous avons saisi la Commission nationale de la concurrence et de la consommation, où des consommateurs éprouvent des difficultés au niveau de Puitenga, parce qu'on leur retire facilement leur numéro pour tout simplement parce que pour les services numériques là, ces consommateurs jugent nécessaire de quitter cet opérateur pour aller de l'autre côté, en ce sens qu'ils obtiennent des avantages beaucoup plus que l'autre opérateur initial. En ce moment, si on leur retire leur puce et qu'ils ont décidé de migrer, ils ont fait preuve de leur droit de choix. En ce sens que nous avons tous besoin de produits sûrs. Et de produits sûrs, c'est d'avoir l'opportunité de pouvoir opérer des choix par le libre jeu de la concurrence. Donc en voici quelques éléments pour ne pas en citer parce que la liste est effectivement longue. Non, ce que vous dites est vrai, mais cette vente des quincailliers continue. Ça ne s'est pas arrêté. Oui, mais là... Ici, qui ne fait pas son rôle? Est-ce que c'est l'État qui ne fait pas son rôle? En ce moment, quelles sont vos actions contre l'État pour que l'État fasse son rôle? Ou bien c'est des abus? Voilà, moi, c'est pas l'intention de dire on a vécu ça, on a fait ci, on a fait ça. Mais après, ça veut dire que ça reste, comme on appelle ça, le phénomène continue. Très bien. Monsieur le juge, la Ligue n'a pas de pouvoir coercitif. La Ligue ne peut qu'interpeller, dénoncer. Et en tant qu'association défenderesse des droits des consommateurs, elle s'inscrit dans une dynamique de partenaire social au développement. Ce qui fait que nous ne nous donnons pas dans une dynamique de casse, mais beaucoup plus de la réflexion pour amener l'autorité véritablement à la raison. Ce que vous dites, là où il y a une grosse part de vérité, c'est le simple fait que quand on parle d'action, le simple fait d'entreprendre une initiative pour aller à la rencontre d'autrui et d'en discuter de la situation, pour mettre un comité restreint en place et réfléchir de manière urgente pour réglementer, déjà est une action. Autre aspect encore, le simple fait que nombre d'acteurs étatiques étaient à la rencontre et qu'il fallait pour ces acteurs-là de décider de manière urgente pour ce qui concerne ce volet, comme je le disais tantôt, est une action, est une réussite, parmi tant d'autres. Si nous avons jugé nécessaire d'entreprendre la démarche de conciliation pour réellement interpeller, mais dans l'interpellation, n'oubliez pas que ce jour, nous avons proposé des actions à entreprendre, tant du point de vue de l'autorité et de la Société nationale burkinabé d'hydrocarbures. Et pour cela, nous avons tout simplement dit au niveau de l'autorité qu'il fallait véritablement des opérations coup de poing. Les opérations coup de poing, des sorties comme il se doit, de concert avec la police municipale ou encore la police nationale, de travail avec la police municipale ou la police nationale à inclure dans leur champ d'action, pour leur piste d'action là, des activités de répression, d'opérations coup de poing pour mettre fin à la vente du gaz, à son utilisation par les marchés culteurs, les orpailleurs et à sa vente par les quincailliers sur le terrain. Sinon, la Ligue n'a pas ce pouvoir pour aller prendre une bouteille. L'autorité aussi voit. Et nombreux sont ceux, là où le problème revient, c'est le fait qu'il y a la spéculation. Monsieur le Président, vous vous levez pour aller chercher une bouteille de gaz de 12 kilos. Le prix est fixé. Nous sommes tous contents. Une chose est alors de fixer le prix et une autre chose est de veiller à son applicabilité effective sur le terrain. Mais c'est là la deuxième situation là qui n'est pas respectée. Et c'est pourquoi nous avons interpellé l'autorité et que nous avons proposé des actions. Mais à chaque fois aussi, nous nous rendons compte que l'autorité se dit être dans une situation. Nous avons dit des visites inopinées, des sorties inopinées, des opérations coup de poing pour venir à bout de cette situation. À vous écouter, c'est comme si vous faites un aveu d'impuissance. Donc la Ligue des consommateurs n'a pas de moyens de pression aujourd'hui pour faire inverser la tendance. C'est ce qu'on doit comprendre? Non, pas du tout. Le moyen de pression, c'est quoi? Toujours est-il qu'il faut comprendre que nous sommes dans un état de droit. Et nous ne devons pas nous écarter parce que la violence ne pourrait pas permettre de venir à bout de certaines situations. Et la logique voudrait que nous nous inscrivions dans une posture où le débat d'idées,
l'interpellation et la dénonciation puissent faire changer la donne. Alors, c'est la situation qui prévaut. Oh oui. Ce que vous dites est vrai. Personne ne vous a dit de sortir pour aller casser ou de faire ceci ou cela. Vous êtes prompt à porter plainte contre les compagnies de téléphonie mobile. Dans l'affaire au Bouffe, en son temps, la Ligue avait d'ailleurs, s'était constituée partie civile et avait demandé à des citoyens également de poser plainte individuellement par rapport à toute cette affaire que la Ligue effectivement allait porter contre Coca-Cola et après, bon, on n'a pas su comment est-ce que les choses se sont passées, est-ce que ça aboutit, ça n'a pas abouti. Maintenant, par rapport à cette affaire, on n'a véritablement pas eu de suite. Donc, vous êtes prompt, effectivement, à poser des plaintes contre certaines compagnies. Mais quand il s'agit également de dire à l'État, je ne sais pas pourquoi est-ce que vous ne pourrez pas également porter plainte à l'État pour complicité dans cette affaire. Parce que si les textes existent et puis un État ne les applique pas, et vous savez que c'est préjudiciable pour le consommateur que vous défendez, ou l'État est coupable ou il est complice. Ce que vous dites est tellement vrai que je voudrais vous faire une confidence, en ce sens que nous sommes dans la dynamique de la constitution d'un conglomérat d'avocats pour véritablement venir à bout de certaines situations. Pour revenir à votre inquiétude où vous vous rendez compte dans l'affaire au Bouffe où il n'y a pas, selon vous, une suite qui a été donnée. Je n'ai pas dit qu'il n'y en a pas eu, j'ai dit on n'a pas entendu. Peut-être qu'il y en a eu qui n'a pas été entendu. D'accord, effectivement, il y en a eu, pour vous rassurer, il y en a eu. Et Obouf également a été condamné à verser à la Ligue des consommateurs, si j'ai bonne mémoire, 8 millions. Et de là, jusqu'à présent, on a dit aux consommateurs, et la somme est versée au niveau du trésor public. Et il est dit clairement que le jour où on va se rendre compte qu'un consommateur dans une situation ou d'une autre éprouve des difficultés et qui son mal, c'est-à-dire dans la consommation d'une boisson Coca-Cola, et que son mal est attesté par un médecin avec un papier d'huissier, il pourrait réellement venir au niveau du tribunal et on allait véritablement le prendre en charge. Mais jusqu'à présent, vous connaissez le Burkinabé, nombreux sont ceux qui ne portent pas leurs affaires en justice. Voilà. C'est la situation actuelle. D'accord. Oui, on vous a vu sur beaucoup de chantiers. Je pense que l'une des fois où je vous ai rencontré dernièrement, c'était sur l'ONEA, avec la question des facturations. Les bimestriels. Voilà, il y avait beaucoup qui jetaient un doigt accusateur sur vous en disant, bon, l'ONEA expliquait qu'avant de passer au changement qui avait posé problème, vous aviez fait partie de ceux qui avaient été ouverts aux travaux. Ce qu'ils avaient dit à un moment donné, donc on ne comprenait pas. Mais après, vous êtes venu, vous avez soutenu en tout cas dans les critiques qu'il y avait, et puis l'ONEA est revenu avec encore des réflexions, et ça a donné ce que ça a donné. Mais est-ce qu'il y a le retour aujourd'hui, c'est lequel? C'est que les gens sont passés à autre chose, ils ont accepté, ou mais ça allait encore défendant que bon, ils se disent que bon, c'est fini, hein, on ne peut plus rien faire. D'accord. Merci pour la question. Effectivement, nous étions ensemble et que vous avez suivi correctement les débats dans la salle. Il faudrait qu'on sache faire un peu la part des choses. Il y a eu le fait que la Ligue est allée vers l'ONEA pour comprendre, parce qu'on ne saurait parler d'une chose sans du préalable savoir ce que c'est que cette chose. Donc logiquement, personne même ne maîtrisait ce que c'est que le relevé bimestriel. Il faut aller alors à l'information. Nous y avons été. L'ONEA, à plusieurs reprises, dans les explications, on se rendait compte que nous étions dans une difficulté où nous ne comprenions pas. Mais qu'à cela ne tienne, et avant ça, la situation était en phase pilote à Zignaré, où les consommateurs de Zignaré, avec la section de Loubritinga, dont on salue au passage avec le dévouement de son président Idrissa Ouedraogo, qui, avec d'autres associations qui ont mouillé effectivement le maillot pour que la situation ne dégénère pas. Mais somme toute, j'ai été même mandaté par le bureau exécutif national à y faire un tour pour faire le retour d'informations. Au regard de la situation, nous avons produit un mémorandum et nous avons adressé une lettre à l'ONEA pour rencontrer les premiers responsables de l'ONEA et expliquer la situation et en savoir davantage. Et de ces explications, on a eu des séances de travail. Maintenant, de leur explication, la situation a été causée par une prise en charge de l'État dans la perspective gratuité et moment Covid.
les releveurs ne devraient plus aller relever en ce sens qu'il y avait le Covid. Abstraction faite à cette situation, là, le problème demeurait toujours. On a jugé nécessaire, c'est nous-mêmes à la Ligue qui avons proposé cette action d'abord. Premièrement, nous nous sommes déportés de concert avec l'ONEA dans les agences principales de l'ONEA dans la ville de Ouagadougou pour constater de visu la situation qui prévaut et des préjudices subis par le consommateur. Nombreux sont les consommateurs in situ qui ont eu leurs problèmes solutionnés par l'intervention de la Ligue des consommateurs. Nous avons des preuves matérielles en la matière, nous avons des vidéos. Nombreux sont ceux aussi où, lors de passages calendaires qui avaient été donnés, ne pouvaient pas avoir la réponse immédiate parce qu'on leur a donné rendez-vous la semaine prochaine au moment où nous passons de l'autre côté. Mais j'ose vous rassurer que nous avons pris acte et que nous avons conseillé dans notre grand cahier et nous leur avons contacté après pour voir la suite qui a été donnée, qui davantage était positive pour certains et négative pour d'autres, en ce sens qu'il y avait également un comportement un peu inapproprié de certains consommateurs par rapport à la situation. L'autre aspect aussi, c'est au sortir de cela que nous nous sommes dit, comme c'est ainsi, nous avons écrit à l'ONEA, réunissons-nous tous les Burkinabés. Reprenez, invitez les hommes de médias, les consommateurs, les blogueurs, etc. à une table, autour d'une table ronde pour décider définitivement de la suite à donner. C'est là que nous nous sommes rendus à Koudougou et dans les débats, vous avez pu constater avec nous que la tendance était beaucoup plus au maintien qu'au retrait ou qu'à la suspension. Mais pour tenir dans une situation où il faut défendre les intérêts du consommateur et permettre au service public de l'ONEA de fonctionner pour la satisfaction générale de l'intérêt du consommateur, nous avons alors jugé qu'il fallait nécessaire de repartir sur un mode de calcul, sur un autre mode de facturation que vous avez tous assisté et que nous avons constaté que la pilule était un peu difficile à avaler du côté de l'ONEA. Mais des calculs qui ont été faits et que la date butoir qui avait été donnée c'était courant juin, si je ne me trompe pas, on a vu que ça n'allait pas. Nous nous sommes précipités en conférence de presse et nous avons demandé la suspension immédiate du relevé bimenstruel que nous jugeons préjudiciable aux consommateurs, qu'il ne faille pas innover pour innover, mais pour innover, il faut que l'objectif principal du service public, c'est la satisfaction générale. Et si l'intérêt général ne provoque pas, qu'est-ce qu'il faut? Il faut y surseoir. Et c'est à cette dynamique que nous sommes. Mais les plaintes, je répète ma question, est-ce que malgré tout cela, les plaintes ne continuent pas? Oui, nous recevons des plaintes un peu parcellaires dans la dynamique de l'entonnoir. Pas comme ce qu'il y en avait, parce que le service chargé des plaintes avec son adjoint, on a vu qu'effectivement, de 100 à 200 personnes qui nous appelaient fréquemment, nous nous rendons compte que c'est que 2, 3 ou 4 personnes qui viennent vers nous physiquement et d'autres nous envoient via WhatsApp et via notre page Facebook pour laquelle nous travaillons véritablement à venir à bout. Et nous n'avons pas rompu nos relations, notre manière de fonctionner avec l'ONEA, parce que régulièrement, des situations disparates sont toujours solutionnées en leur interpellant de manière physique. À ce moment-là. Maintenant, l'autre aspect, c'est que l'ONEA avait demandé à la Ligue des consommateurs, sur instruction du ministre de l'eau en son temps, Nacro, de faire une sortie comme ce qui se fait au niveau de la Sonabel avec le compteur prépayé. Donc, l'ONEA, en principe, s'inscrit dans cette dynamique-là. Nous n'avons pas encore la suite, mais ce qui nous revient, c'est que nous reviendrons par rapport à une mission au Kenya qui doit se dérouler pour l'expérimentation d'un cash power eau. D'accord. Et je voulais aussi poser une question. Je sais que la Ligue des consommateurs est quelquefois membre de certains conseils d'administration. Je me trompe? Vous ne vous trompez pas. Lesquels? De quelle société? Au niveau de l'ONEA, elle est membre du conseil d'administration. Ok. Au
Au niveau du fonds routier, elle est membre du conseil d'administration. Au niveau de la CAMEC, elle est membre du conseil d'administration. Au niveau de l'ABNORM, elle est membre du conseil d'administration. Au niveau du laboratoire national de santé publique, elle est membre du conseil d'administration. Enfin, au niveau de l'ARCOP, l'autorité de régulation de la commande publique, elle est un commissaire. Vous disiez à un moment donné, vous êtes comme nous, tous consommateurs, membres dans une ligue, il n'y a pas de rétribution là-dedans. Quand vous êtes membre du comité d'administration, on ne reçoit rien, on ne perçoit rien. Mais bien entendu, les uns et les autres, en y travaillant, les uns et les autres, en représentant, figurez-vous que actuellement, si on dit que les représentants du peuple au niveau de l'Assemblée nationale, ils représentent le peuple, mais ils reçoivent quelque chose pour ce qui concerne leur déplacement. Mais pas qu'ils sont payés de manière mensuelle. Bon, c'est au regard de la situation. Comme vous disiez que personne ne reçoit, c'est du bénévolat, personne ne reçoit rien dans cette... Vous le disiez à un moment donné, c'est pour ça que j'ai posé de façon graduelle les questions pour avoir des réponses. C'est ça. Je pense que j'ai eu ma réponse. Moi, si vous permettez, Président... Peut-être préciser à ceux qui nous prennent en marche que Ousseini Ouedraogo, secrétaire général adjoint de la Ligue des consommateurs, est notre convoqué du jour. Vous pouvez continuer. Je pense que l'une des grosses questions, et je pense que c'est ce sur quoi vous êtes revenu récemment, c'est la vie chère. Tout le monde se rend compte que il y a un niveau général des prix qui est en train de grimper, et surtout les produits de nécessité première. On voit, c'était quelque chose de prévisible. On sait un peu ce qui s'est passé récemment pour la plupart des pays. On connaît l'impact que tout le monde craignait, qui est en train de venir. Sur la question du pétrole, par exemple, brut, on a dépassé février et mars le prix du baril. Là, il n'a jamais été aussi haut. Et donc, il y a des répercussions qui étaient vraiment prévisibles. Certains pays se sont préparés, ont commencé à donner des réponses. Vous, la dernière fois, vous en avez fait votre sujet, principal. Quand on regarde dans certains pays, ils ont décidé tout simplement d'élargir le panier des produits qui sont concernés par la régulation. Pour certains, aller à un plafonnement sur les questions d'huile, tomates concentrées, les pâtes et beaucoup d'autres éléments comme ça. Ils ont fait des prix plafonds. Maintenant, il y a ce qu'on appelle aussi des prix régulés. Ils se sont dit, pour un certain nombre de paniers aussi, pour un certain nombre d'éléments, on en grossit le panier, mais ça va faire l'objet aussi de régulation. Et puis il y a l'autre levier pour ce qui est de l'exploitation. Il faut une information préalable, et il y a des produits donc qui sont un peu protégés, je vais dire comme ça. Il y a des investissements qui sont faits par rapport aussi pour essayer de booster l'offre domestique sur, par exemple, les questions de vivrier ou bien les produits qui sont produits ou consommés peu sur place. Vous, aujourd'hui, quelle est votre interpellation à l'endroit de ceux... Parce je disais en avant-propos, on a mené un nouveau gouvernement, même si depuis ils n'ont pas fait un conseil des ministres. Donc on a des ministres qui sont en charge de ces questions. La Ligue des consommateurs, c'est quoi sa vision sur ce chapitre-là? Qu'est-ce qu'elle propose pour qu'on y aille vraiment urgemment et qu'on jugule ce qui est en train de nous arriver? Merci, monsieur le juge, pour la pertinence de la question. Et chose sur laquelle nous sommes actuellement, parce qu'aujourd'hui, autour de 15 heures, nous avons une réunion où on a demandé aux membres du bureau exécutif national, à chacun de sursoir à ses activités professionnelles, de pouvoir répondre à l'appel. Parce que tout simplement, nous avons eu un communiqué et via réseaux sociaux, on a été également informé de la situation, où on a vu que c'est le sucre SN Susuco, celui qui a été régulé au titre du granule 600 et du carreau 750 francs CFA. Et que nous avons juste salué les efforts, mais nous jugeons nécessaire que ces efforts-là sont effectivement moindres. Parce que le travail pour lequel la convocation a été donnée ce soir, c'est d'initier une lettre, une correspondance de manière urgente et discuter en interne pour l'augmentation de l'assiette des prix des produits de grande consommation qu'il faille nécessairement réguler, comme c'est le cas en Côte d'Ivoire, comme c'est le cas pour les associations défendues des droits de consommateurs comme l'AFCOM en France. Actuellement, nous nous sommes rendus compte, figurez-vous bien, quand on prend le sucre, on l'a régulé le prix, le communiqué est là, mais aller dans les zones non loties où il y a les consommateurs vulnérables, comment va s'effectuer le contrôle? Ça, c'est une des premières questions
que nous allons travailler ce soir pour faire remonter au niveau du ministère de l'Industrie. Le deuxième aspect, c'est l'augmentation de la régulation au titre des produits de grande consommation, tels le riz, l'huile, le savon. Nous avons travaillé courant octobre, novembre, décembre avec le ministre en son temps Aruna Kabore sur la tendance la tentative de l'augmentation du prix du pain par les boulangers sur le simple volet que le prix du blé a augmenté. Alors que quand nous avons mené les investigations en interne, nous nous sommes rendus compte que ce sont les boulangers eux-mêmes qui ont été pris dans le piège de leur propre politique politicienne. Pourquoi je dis ça? Parce que nombreux sont ceux, pour avoir le maximum de revendeurs, qu'est-ce qu'il fallait faire? On débauche un tel. Chez toi, par exemple, combien est-ce qu'on te donne? On dit que moi, dans telle boulangerie, là, je prends 20 francs comme commission. L'autre dit 30 francs comme commission. Ok, comme tu es un très bon revendeur et très dynamique, je voudrais te débaucher et je te donne 30 francs. Il y en a qui donnent 40 francs. Il y en a même qui donnent 50 francs. Donc, du coup, ils se heurtent à une situation où ils sont obligés, comme avec nos investigations, ils ont diminué le grammage. Au lieu de 200 grammes, depuis 2017, on se rend compte qu'ils ne respectent pas cela. Et après cette hypothèse-là, on a constaté effectivement qu'ils veulent que les consommateurs supportent leur politique élaborée pour pouvoir s'en sortir avec les revendeurs, chose que nous avons décriée et que nous étions en phase finale de résolution de ce problème courant décembre où nous avons vu le départ du ministre Aruna Kabore en son temps et le nouveau ministre qui est arrivé. Ce qui nous a beaucoup plus étonné, c'était le retour à la case départ qui a été prôné. Chose qui a étonné tout le monde. Et qu'il fallait reprendre les travaux encore parce que 2 personnes issues d'une boulangerie au niveau de la fêtière ont jugé nécessaire qu'elles n'étaient pas là alors que ces gens-là avaient les représentants. Il y avait les revendeurs, il y avait la fêtière des boulangers, il y avait les autres associations, il y avait le ministère, il y avait la Ligue des consommateurs. Et net quand on a commencé, ce gouvernement aussi est parti. C'est pourquoi les différentes lettres qui ont été initiées déjà et les correspondances qui doivent partir incessamment, c'est non à l'augmentation du prix du pain, respect du grammage, la baguette à 150 francs CFA. D'accord. Juste pour moi. Ouais, et je suis très heureux de savoir que la Ligue est membre du conseil d'administration du laboratoire national de santé publique. Un étudiant burkinabé qui a fait des travaux sur le thé. Vous savez que le thé est un produit également très consommé au Burkina, a révélé que 100% des échantillons de thé qui ont été analysés au Burkina comportent des pesticides. Donc, je voudrais demander à la Ligue, qui nous représente en tant que consommateurs au niveau du laboratoire national de santé publique, parce que nos tentatives également pour en savoir davantage se sont heurtées à un mur. C'est ça. Nous voulons en savoir davantage parce que les consommateurs burkinabés, les Burkinabés consomment beaucoup le thé. Dans toutes ses composantes, ce n'est pas... Il a dit les échantillons, 100% des échantillons de thé consommés au Burkina comportent des pesticides. Donc je porte cette voix des consommateurs de thé. J'en consomme très très rarement, je précise. Mais il y a beaucoup qui s'étaient posé des questions. Nous avons voulu faire le relais pour en savoir davantage, mais ce n'était pas aussi aisé compte tenu de la situation. Donc, nous vous prions de porter notre voix. Deuxième aspect, vous regardez sur Facebook, maintenant il y a plein de pages de consommateurs. De pages Facebook ou de groupes WhatsApp, où ce sont des initiatives sur le numérique, sur les réseaux sociaux, pour porter la plainte des consommateurs. Et là, on se rend compte que la réponse... les dossiers sont traités avec plus de diligence et beaucoup plus rapidement. Conséquent, certaines préfèrent se retourner vers ces pages-là plutôt que vers la Ligue des consommateurs du Burkina. Si ce n'est pas un échec à votre niveau, il y a un effort qui doit être fait. Parce qu'on a l'impression que l'administration est très présente dans votre façon de faire. Ailleurs, dans d'autres pays, quand on parle des associations de consommateurs, que ce soit les gouvernants ou les grandes firmes qui vendent les produits de première consommation savent effectivement de quoi il s'agit.
Donc nous attendons de vous également suffisamment d'entrain et d'empoigne à ce niveau-là. Et pour terminer, question, votre journée, c'est quoi le thème, c'était sur la finance numérique. La finance numérique. Voilà. Finance numérique équitable. Oui, finance numérique équitable. Pour un pays comme le Burkina, c'est vrai, on parle d'inclusion financière et tout, mais quand vous parlez de finance numérique, c'est à quoi exactement vous renvoyez, finance numérique? Parce que c'est quand même vaste. Pour la journée et l'impact pour un Burkinabé, un consommateur burkinabé avec ce thème. Très bien. J'avoue que c'est un thème qui n'est pas anodin au regard du vécu quotidien des hommes et de la croissance exponentielle que prend le numérique dans notre quotidien. Et il y va de soi que tous autour de cette table, probablement, certains ont de l'argent dans leur téléphone. Parce que tout simplement, c'est facile, c'est rapide pour utiliser le numérique sans avoir de liquidité en soi et de résoudre une situation bien déterminée. C'est également rapide d'envoyer de l'argent à un tel dans une situation lointaine d'extrême urgence. C'est également rapide et très intéressant de rester à Ouagadougou et commander et recevoir dans les délais conformément aux clauses contractuelles une marchandise à Hong Kong, par exemple. C'est pour vous dire, si vous avez remarqué, le net, le e-commerce a considérablement augmenté, pris de l'ampleur et s'est invité au quotidien de tous. Et lorsqu'on parle de services numériques équitables, comme Juge Bernard le disait, il y a l'inclusion et il y a en plus les produits sûrs. Les produits sûrs du fait que nous vivons au quotidien avec et nous utilisons des produits de telle sorte à ce que quand nous faisions des opérations, nous savons ce qui nous reste et nous sommes à mesure sur le champ de pouvoir demander un menu relevé bancaire pour avoir ce qu'il y a comme restant. Donc c'est pour tout simplement dire que ce qui impacte au niveau du vécu quotidien du consommateur, c'est qu'à chaque moment, il est à mesure de vérifier son compte sans effectuer le déplacement. Deuxièmement, il peut transférer, recevoir de l'argent à tout bout de champ. Et troisièmement, il est dans une dynamique où on peut ne pas circuler avec de la liquidité, mais avoir de l'argent numérique. Comment rendre ça équitable? Comment rendre ça équitable? Rendre ça équitable, c'est de faire en sorte que les informations, la protection des données à caractère personnel, tout ce qui est issu, quand on dit rendre ça équitable, c'est parce que le simple fait de nos jours là, nous sommes dans une situation inéquitable. Parce que on dit que le Royaume-Uni est la capitale mondiale de l'escroquerie sur le net. Pourquoi? Parce que quand on dit équitable, figurez-vous bien qu'un nombreux sont ceux qui sont victimes d'escroquerie sur les réseaux sociaux ou encore par Orange, pour ne pas faire de publicité, par un e-paiement. Maintenant, pour pouvoir rendre ça équitable, il faudrait que nous travaillions à sécuriser et que nous prenions des dispositions législatives et réglementaires dans un cadre législatif et réglementaire, pour mieux légiférer et protéger le consommateur relativement aux transactions qui seront faites sur le net. Juge a une contribution. Oui, moi j'ai l'impression d'écouter plutôt quelqu'un de téléphonie mobile, mais je sais pas quoi, en train de prêcher ces solutions-là qui sont là pour le bonheur des populations. Mais derrière ça, il faut dire qu'il y a un gros business qui sont en train de se faire. Dans certains pays, ils ont exigé à ce que ces maisons de téléphonie ou quoi que ce soit qui proposent ces services financiers là via ce qu'on a, c'est-à-dire le numérique, se constituent d'abord en banque avant de pouvoir le faire. Chez nous, c'est pas comme ça que ça fonctionne. En définitive, il y a des gens qui viennent, qui déposent de l'argent et pour faire des transactions, ils payent, pour retirer, ils payent. Donc, ils sont ponctionnés de toutes parts sans qu'ils ne puissent avoir l'opportunité d'avoir de l'argent qui se bonifie parce qu'il y a un taux
il y a un taux d'intérêt positif. C'est ça. Parce qu'il y a quelqu'un qui garde son argent et travaille avec. Et puis, deuxièmement, quelqu'un qui ne peut jamais prendre de prêt sur la base de ce qu'il a là-bas parce que ce n'est pas une banque. Tout à fait. Donc, dans ce cas de figure, on se pose la question de savoir est-ce que, même si on a l'impression que pour ce qui est des services financiers, ça nous permet d'avoir accès à une certaine part de la population qui se retrouve à marge pour ne pas pouvoir ouvrir un compte bancaire traditionnel comme on veut, même si c'est bien cela, mais est-ce qu'ils ne partent pas perdants parce qu'ils ne font que payer, restant en marge de ces services-là et ne bénéficient pas de tout ce qu'une banque devrait pouvoir offrir, alors qu'il y a des gens qui collectent cette épargne-là. Je pense que le débat devrait être plutôt à ce niveau. Le débat est à ce niveau, mais il faut maîtriser le débat à ce niveau. C'est pourquoi nous sommes en train de mener une réflexion quant à voir nos propres moyens pour mener une sortie d'études au niveau de l'école ghanéenne. Nous ne sommes pas des commerciaux. Nous ne sommes pas des commerciaux. D'accord. En réalité, il faut également connaître ce qu'il y a pour mieux défendre. D'accord. Voilà. Alors nous sommes presque au terme de cette émission. Nous allons vous poser une dernière question. C'est vrai, on l'a dit, la Ligue des consommateurs est reconnue d'utilité publique au regard du combat que vous menez, mais elle a des limites objectives sur le terrain. C'est ça. C'est quoi le diagnostic? Est-ce que ce sont les hommes qui animent la structure qui ne sont pas à la hauteur? Est-ce que ce sont les textes qui encadrent l'organisation le problème? Finalement, qu'est-ce qu'il faut pour avoir une Ligue des consommateurs vraiment au taquin, comme Bernard l'a dit, plus dynamique et plus opérationnelle sur le terrain? En 30 secondes. Ça, c'est une très belle question. Parce que sa réponse, je dirais qu'il est vrai de l'expression conjuguée de plusieurs facteurs favorables. Il faut que nous soyons dans une situation où tout le monde va véritablement s'engager, mais pas réellement se contenter d'une poignée d'individus, même si ces personnes-là se sont déclarées volontiers de le faire. Donc c'est pour tout simplement dire qu'à l'unisson, nous pouvons gagner de longues batailles. La deuxième, on peut parler des hommes en termes de disponibilité pour certaines personnes. Mais la troisième, c'est l'absence de moyens financiers. Quand on dit absence de moyens financiers, il y a des actions pour mener sur le terrain. Il faut nécessairement débourser de l'argent que certaines personnes sont obligées de voir en quoi il faut rechercher par devers elles comment financer cette sortie. Donc ça fait que non, les limites sont objectives tant du point de vue des finances, elles sont également objectives tant du point de vue des textes, parce que c'est l'État d'abord qui a le pouvoir discrétionnaire, le rôle régalien de protection du consommateur. Parce que quand on dit de protection, il faut voir le tout premier droit qui a été prononcé depuis 1998 par John Fitzgerald Kennedy sur la sécurité. Parce que la sécurité elle-même a cette dimension. Il y a la sécurité humaine. Nombreux sont ceux des consommateurs qui n'arrivent pas à se déplacer. On a la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Et on a la sécurité sanitaire des aliments. Et dans chaque compartiment, s'il faille nécessairement se prononcer, alors que tout ça, ça rentre dans le champ lexical d'un seul mot qui revient de la compétence d'une autorité étatique qui n'arrive pas à venir à bout, il faille nécessairement que nous nous organisions pour mener à bien cette lutte qui puisse libérer certaines personnes vulnérables. Ousseynou Ouedraogo, merci d'être passé à la barre du tribunal de l'actualité. C'est juste un message que nous avons reçu. Non, c'est juste que nous avons reçu un message que demain, il y aura un conseil des ministres. Comme on a évoqué en avant-propos, honnêteté oblige. Ils nous promettent un conseil des ministres. Demain, on attendra. Merci pour cette précision-là. Je rappelle que Ousseynou Ouedraogo, secrétaire général adjoint de la Ligue des consommateurs, était notre convoqué du jour. Avec lui, on a parlé de la qualité des biens et services et la hausse des prix et des produits de grande consommation. Merci d'être passé une fois de plus à la barre du tribunal de l'actualité. Merci, messieurs les juges, pour les analyses et les clés de lecture. On se donne rendez-vous demain pour la dernière convocation. Mais en attendant, restez fidèles au programme des médias leaders True TV et Watt FM.